Oui, il faut que nous nous penchions enfin sur le parcours associé à l'étude du rouge et le noir, parcours qui s'intitule Le personnage de roman, esthétique et valeur. Alors pour commencer, je ne sais pas si c'est bien utile, et en principe ça ne devrait pas l'être, mais dans le doute, je me permets de vous rappeler ce que c'est qu'un parcours associé. Ce que je vais dire va être évidemment concentré sur ce parcours, associé au rouge et le noir, mais ça vous donne quelques rappels de ce qu'est un parcours en général sur d'autres œuvres, enfin en parallèle d'autres œuvres. Alors, petit rappel sur la structure du programme et je vais reprendre les choses à la racine. La racine, ce sont les objets d'études qui sont imposés tels quels par le programme national des classes de première générale. Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle, premier objet d'étude. On nous impose l'étude d'une œuvre, le mariage de Figaro, en ce qui nous concerne. À cette œuvre, dans ce parcours, est associé un parcours précisément qui s'intitule La Comédie du Valet. D'accord ? Parcours suivant, je suis allée dans l'ordre dans lequel on les a traités dans l'année, la poésie du XIXe au XXIe siècle, avec les fleurs du mal, et associé aux fleurs du mal, le parcours alchimie poétique, la boue et l'or. Le parcours, ou plutôt l'objet d'étude que nous ne traiterons pas, ou peu, c'est la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, avec l'étude des fables, livres 7 à 9, et avec un parcours associé qui s'intitule Imagination et pensée au XVIIe siècle. Je vous reparlerai de tout ça bientôt. Il ne faut pas traîner maintenant. Le parcours qui nous occupe à présent, ou l'objet d'étude qui nous occupe à présent, c'est le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle, étude du rouge et noir, ça ne vous a pas échappé, auquel on associe le parcours intitulé Le personnage de roman, esthétique et valeur. Donc vous avez un groupement de textes, un parcours, c'est un groupement de textes qu'on peut appeler aussi un corpus, qui correspond à une thématique ou à une problématique, qui est elle aussi imposée par le programme national et qui correspond bien sûr à l'œuvre intégrale. Par exemple, l'intitulé du parcours associé au rouge et noir, il peut et doit être observé et étudié dans le rouge et noir aussi, et pas seulement dans les textes qui accompagnent le rouge et noir. Et vous devez absolument, et c'est obligatoire, ajouter à l'œuvre intégrale et au corpus du parcours associé une lecture cursive. La lecture cursive, c'est moi qui l'ai choisie, et je la choisis en fonction du rapport possible avec l'œuvre intégrale et le parcours. Par exemple, L'étranger de Camus, associé à l'étude du rouge et noir, entre dans la période définie par l'objet d'étude. C'est un roman du XXe siècle. Il correspond au genre imposé par l'objet d'étude. C'est un roman ou un récit. Et il apporte un éclairage intéressant sur l'intitulé du parcours, le personnage de roman, esthétique et valeur. Je choisis à dessein des exemples qui vont avec le rouge et le noir que nous travaillons en ce moment. Mais évidemment, je répète, les liens entre œuvre intégrale, parcours associé et lecture cursive fonctionnent de la même manière dans les 4 objets d'étude. Ce rappel, que j'espère assez clair ayant été fait, revenons à notre parcours associé au rouge et le noir. Alors oui, le parcours associé au rouge et le noir, il comporte 4 mots-clés. 4 mots dont vous devez connaître le sens et 4 mots qui recouvrent des notions sur lesquelles vous devez pouvoir débattre et être convaincant. Premier mot, roman. Deuxième mot, personnage. Troisième mot, esthétique. Quatrième mot,
valeur. Le premier mot, donc, j'y reviens, c'est roman, et avec 3 éléments pour le définir. D'abord, récit, par opposition aux textes et discours qui ne racontent pas d'histoire. Deuxième mot, fictif, par opposition aux textes et aux discours qui n'inventent rien. Troisième expression pour définir le premier mot-clé, d'une certaine longueur et d'une certaine longueur par rapport au récit fictif court, la nouvelle, la fable et le conte. Et on a à peu près fait le tour. Et quels sont les débats qui sollicitent la maîtrise de cette notion de roman, c'est-à-dire quels sont les sujets de dissertation potentiels sur le récit et le roman, sujets de dissertation ou sujets de conversation lors de l'entretien un petit peu. Eh bien, un peu toujours les mêmes et formulés de manière variable. Le roman, est-ce un miroir de soi et de la réalité ou est-ce un outil d'évasion? Deuxième sujet possible, la fiction, est-ce qu'elle est propre à faire réfléchir sur la réalité ou plus largement sur des questions philosophiques fondamentales? Bref, est-ce qu'un roman, ça peut faire réfléchir? Et puis, dernier sujet de dissertation possible, ou avant-dernier, on va dire, quel peut être l'intérêt du processus d'identification dans un roman, quand on s'identifie à un personnage ou à plusieurs successivement, quel est l'intérêt de ce processus? Et puis évidemment, toujours sujet de dissertation, instruire et plaire, ou instruire, ça c'est une question qui peut faire débat. Et ces débats, ils peuvent être plus précisément resserrés autour du mot suivant, le deuxième mot, le mot personnage, dont vous allez voir apparaître maintenant les éléments de définition à retenir. Le personnage ne doit pas être confondu avec une personne, parce que le personnage est fictif, alors que la personne est réelle. Le personnage, c'est l'acteur des péripéties. Alors il peut être l'acteur des péripéties de premier plan, il peut être un acteur de péripéties de second plan, ça reste un personnage. Le personnage, c'est, quand c'est le personnage principal, c'est le protagoniste d'un parcours, souvent, hein, souvenez-vous, parcours initiatique, pardon. Et par ailleurs, le personnage n'est pas forcément la représentation d'une personne, on peut considérer comme personnage parfois un paysage, ou bien une idée peut devenir personnage. En tout cas, le mot personnage, il vient du latin qui signifie persona, qui signifie masque. Alors, est-ce que cette définition du latin est intéressante pour quelqu'un? Eh ben, pour moi, oui, parce que le persona qui signifie masque, ça permet de comprendre que le personnage est un genre de marionnette entre les mains de son Deus ex machina. Le Deus ex machina, c'est celui qui va, c'est le dieu derrière la machine, c'est-à-dire, si on parle de marionnette, c'est le marionnettiste qui fait faire ce qu'il veut aux marionnettes. Vous voyez donc la métaphore. Donc, le Deus ex machina dans un roman, c'est l'auteur, et il manipule les personnages, le personnage principal, mais aussi tous les autres, comme il veut. Hein. Cela permet aussi, cette étymologie latine, de distinguer le personnage de nous les personnes réelles, les vraies. Nos existences sont beaucoup moins linéaires et concentrées vers une fin que le personnage. Nous, on est le jouet des hasards, de nos naissances, de nos éducations, etc. Alors que le personnage va avoir un parcours qui va le mener vers une fin. Ce que ça permet de comprendre aussi, cette histoire de masque, c'est que le personnage n'existe pas. Il n'est que ce que le texte en fait. Et par conséquent, tout ce que vous pouvez spéculer sur ce qu'il aurait pu être, sur ce qu'il pense peut-être, sur ce qu'il veut sans doute, ou ce qu'il éprouve certainement, n'a aucun intérêt tant que le texte ne l'exprime pas. Hein. Peut-être que Julien aurait pu, s'il avait fait ceci, s'il avait rencontré tel ou tel personnage, devenir tout ce que vous voulez, tant que c'est pas dans le texte, ça ne correspond pas au personnage. Ça n'existe pas, sauf dans votre imagination.
Donc inutile absolument de tirer des plans sur la comète, du genre oui mais si Julien avait plaidé son innocence, peut-être qu'il ne serait pas mort, ou ce genre de choses. Si ça vous tente de changer la fin du roman, eh ben, écrivez la suite du roman avec un Sorel vivant, mais ce sera votre roman et pas celui de Stendhal. Et puis quels que soient vos talents d'auteur, notre programme vous demande de vous pencher sur l'analyse de l'œuvre de Stendhal et pas d'en inventer une autre. Ces deux éléments, acteur et protagoniste, reviennent à peu près au même, hein. Le personnage de roman, celui de premier plan en tout cas, est en effet le principal sujet ou objet des actions et des situations qui sont racontées dans le roman. C'est particulièrement vrai avec Julien Sorel, hein, ou avec Meursault dans L'étranger. C'est vrai aussi dans l'extrait du Dernier jour d'un condamné, dans le parcours, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. C'est beaucoup moins juste avec l'extrait de la controverse de Valladolid, vous allez le constater également, mais plus rapidement. Le protagoniste, ça y est, tout le monde sait ce que c'est. Il est aussi bien souvent celui du parcours tracé par le récit qui le mène d'un point de départ, dans une situation ou un état, donné vers un point final, dans une situation ou un état, qui ont évolué de telle sorte que le récit a délivré à travers le parcours du personnage ce qu'on pourrait appeler un message au lecteur. Alors, celui de la condamnation des injustices sociales à travers le parcours de Sorel, celui de l'absurdité de l'existence à travers le parcours de Meursault. Et puis si on en vient au texte du parcours, on est dans le message de l'idéal chevaleresque courtois avec Lancelot, dans le réquisitoire contre la peine de mort avec le héros anonyme de Victor Hugo, et puis on est dans le message de la défense de la tolérance et de l'altérité avec le débat de Valladolid. Et enfin, vous voyez que, je vous le disais, le personnage n'est pas forcément la représentation d'une personne, même si c'est quand même le cas le plus fréquent. Et je répète ce que je vous disais tout à l'heure, un animal, un paysage, une idée peuvent être des personnages. Si on reprend la controverse de Valladolid, le personnage principal, c'est la controverse. C'est l'héroïne éponyme en quelque sorte. Éponyme, ça va? Pour tout le monde? Sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un mot à connaître et à utiliser en cas de besoin. On va en venir maintenant aux deux autres mots qui contiennent de manière plus spécifique les enjeux du parcours. Le plus compliqué d'abord, esthétique, au pluriel. Vous noterez que valeur est aussi au pluriel. Il faut en déduire quelque chose. La question c'est quoi? Alors, d'abord qu'un personnage de roman, il peut être dépositaire de plusieurs esthétiques et de plusieurs valeurs. Et puis on peut en déduire aussi que nous croiserons plusieurs esthétiques et plusieurs valeurs à travers les différents textes étudiés dans cet objet d'étude. Ceci étant dit, on va revenir au sens d'esthétique. Donc esthétique relève du beau et relève de l'art. Et ça revient au même, car en l'occurrence, on ne parle pas du beau, joli et mignon, mais du beau en termes de création artistique, c'est-à-dire d'une forme qui provoque une émotion et une réflexion telle qu'elle invente une manière nouvelle de dire et d'appréhender l'homme et le monde. Petit exemple, parce que ce n'est pas si simple, mais je vous avais prévenu, Picasso et le cubisme. Le cubisme, ce n'est pas joli, mais c'est beau. Ce fut l'invention d'une esthétique du portrait, en même temps de face et de profil, par exemple. Et pour signifier quoi de nouveau? Que ce que l'on voit de quelqu'un n'est qu'un point de vue, et que pour appréhender l'homme et le monde dans toutes leurs dimensions, dans toute leur complexité, il faut considérer autant ce que l'on en voit que ce que l'on n'en voit pas. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui, parce que je suis un peu à court d'explications là. Avec esthétique, au pluriel, on va donc surtout considérer, et à travers l'étude du personnage, là où les esthétiques créées ou adoptées par l'artiste, par l'écrivain pour nous. On va donc se pencher sur son style et la manière dont celui-ci exprime le personnage. Bref, on sera peut-être un peu plus du côté de la forme du texte.
Tandis qu'avec les valeurs, donc je vous disais au pluriel, elles aussi, on sera peut-être un peu plus du côté du contenu, ou disons du fond du texte. Mais attention, attention, bip bip à cette distinction entre le fond et la forme. Nous avons parfois besoin de les séparer un petit peu pour la clarté de l'explication de l'analyse, mais un petit peu seulement. Pas question, par exemple, de faire un commentaire ou une lecture linéaire en axe, un sur le fond, l'autre sur la forme, ou l'inverse. Pourquoi? Parce que ces deux éléments du texte, le fond et la forme, au bout du compte, sont indissociables. Le sens de ce qui est dit, qu'on appelle le fond, dépend de la manière dont c'est dit, donc de la forme. Si je vous dis taisez-vous, ou si je vous dis auriez-vous la gentillesse de vous taire, est-ce que je vous dis la même chose? Oui et non. Je veux obtenir le même résultat, votre silence, mais je ne vous dis pas tout à fait la même chose. Dans le premier cas, je vous manifeste le fond de ma colère vis-à-vis de vos bavardages. Dans le second cas, je vous manifeste ma patience ironique et je vous mets face à vos responsabilités. Vous voyez bien que la manière de dire les choses, la forme, a un impact non négligeable sur les nuances de sens, le fond, de ce que l'on dit. Donc, on analyse toujours le fond et la forme conjointement. Si on les sépare, ce n'est que momentané et pour mieux montrer le rapport étroit entre les deux. Je reviens aux valeurs du personnage, qui, elles, peuvent tout à fait être distinctes de celles de l'auteur. Tout dépend comment il les traite. Est-ce que l'auteur s'en moque? Est-ce qu'il les condamne? Ou est-ce qu'il les valorise? Et c'est la forme du texte qui vous le dira. Ces valeurs, les voici. Et vous devez les examiner pour le personnage, pour le narrateur et pour l'auteur. Meursault n'a ni croyance, ni conviction, ni engagement, ni message à faire passer. Il est le narrateur interne. Donc il en va de même pour les valeurs du narrateur. En revanche, Camus nous fait assister au désastre d'une existence sans valeur, sans choix. Que la vie n'ait pas de sens, qu'elle soit absurde, ne dispense pas, selon Camus, de l'investir d'un but pour échapper justement au désastre. Désastre pour soi, mais aussi pour les autres. Par conséquent, à travers une écriture apparemment simple de phrases courtes, où la pensée de Meursault s'enchaîne avec une grande banalité, apparente, je le répète, Camus dévoile la monotonie de l'existence de son personnage et son indifférence à lui-même et aux autres, qui le conduit à commettre un meurtre pour une raison absurde, et Camus condamne ainsi, tout en le faisant sentir au lecteur, le rapport délétère, dégradé, que son personnage entretient avec la vie. Alors pourquoi je vous parle de Camus, Meursault, l'absurde et tutti quanti? Parce que ces quelques éléments de compréhension de votre lecture cursive peuvent ne pas vous faire de mal. Alors venons-en un petit peu au rouge et le noir avec Julien Sorel, esthétique et valeur. En deux images en fait. Alors, le beau gosse avec les filles, c'est Julien évidemment. À gauche, la jeune femme au doux sourire, c'est forcément Madame de Rênal. Et la jeune fille à droite, au profil sévère et farouche, c'est Mathilde. Pas trop compliqué. Ça se corse un peu à droite avec les hommes du roman, Julien accepté. Vous diriez qui est qui? Regardez les vêtements. Aux hommes avec des redingotes et des chemises avec cravate lavalière, un peu comme un nœud papillon. Deux hommes donc, avec redingote. Un homme avec un col romain. Le col romain, c'est le col du costume de prêtre. Et un dernier avec un foulard à carreaux autour du cou. Pour les milieux sociaux, ça devrait aller. Regardez maintenant l'expression des visages. Un peu fermé et indifférent pour l'homme au foulard, triste et grave mais compatissant pour le prêtre, rigolard et carnassier pour l'homme du haut du dessin, indulgent et légèrement attendri pour l'homme
en bas. C'est bon, vous les avez reconnus? Si ce n'est pas le cas, je dirais qu'il est grand temps de lire Le Rouge et le Noir. Faites donc dans vos classeurs par écrit le lien entre ces représentations graphiques des personnages et les valeurs qu'ils incarnent. Pour l'esthétique, on y reviendra dans les lectures linéaires du Rouge et le Noir. Alors, si vous permettez, on va revenir à l'objet d'étude et au parcours associé avec ces 3 textes. Commençons par le texte et le personnage dont nous ne ferons pas la lecture linéaire. Quel intérêt de le regarder? Quand même, d'examiner des esthétiques et des valeurs du personnage de roman en remontant à l'origine du genre, le XIIe siècle, et au point de départ de la période définie par l'objet d'étude, le Moyen Âge. D'autant que, comme vous allez vous en rendre compte, si vous ouvrez les liens que je vous donne ici, ce personnage de roman est un vrai héros. Pas au sens étymologique du terme, Lancelot n'est pas un demi-dieu, bien qu'il ait été élevé par une fée, mais au sens fort quand même de personnage d'exception, extraordinaire. Vous allez comprendre aussi ce que signifie postérité, et celle de Lancelot est considérable, puisqu'il fait partie de ces héros donnant lieu à parodies contemporaines, même si Alexandre Astier s'emploie plutôt à réhabiliter Arthur qu'à défendre Lancelot. Malgré tout, pour ne pas nous limiter à des représentations contemporaines de notre chevalier, le meilleur chevalier du monde, telle est sa réputation, dès son apparition dans les premiers romans de chevalerie, et notamment celui de Chrétien de Troyes qui porte son nom, Lancelot ou le chevalier de la Charrette. Vous avez sous les yeux la reproduction d'une miniature d'époque représentant à cheval Lancelot et Guenièvre. Les valeurs représentées par Lancelot sont celles de la chevalerie et de la courtoisie. Il est le chevalier errant par excellence qui va cependant rallier la confrérie de la table ronde et faire allégeance à Arthur. Je vois que ce propos mérite quelques explications. Chevalier errant, c'est un chevalier qui est une figure de la littérature romane chevaleresque médiévale. L'adjectif errant indique comment le chevalier parcourait la terre à la recherche d'aventures pour prouver ses vertus chevaleresques, soit dans des duels et autres aventures aussi périlleuses que merveilleuses, soit dans une autre poursuite, celle de l'amour courtois, et en fait, dans ces deux quêtes. Sur l'enluminure de droite, vous voyez une des plus périlleuses et des plus célèbres aventures de Lancelot, la traversée du pont de l'Épée. En s'agrippant des pieds et des mains à l'épée sur laquelle il doit passer. Il a en vue le château où Guenièvre demeure prisonnière. La reine est visible à l'une des fenêtres du château, d'où elle observe la traversée de son amant, et elle est en compagnie de Baudemagu, qui est le père de Méléagant qui a enlevé la reine. L'épreuve de Lancelot ne se limite pas à la traversée du pont, car on peut déjà observer les 2 lions qu'il devra affronter dès son arrivée sur l'île. Chez Chrétien de Troyes, c'est Baudemagu et Méléagant, et non pas la reine, qui assistent à la traversée du pont par Lancelot. Alors que les compagnons de Lancelot lui font miroiter tous les dangers de l'eau au-dessus de laquelle il va passer, Amour guide le chevalier et lui permet d'endurer les souffrances d'une traversée qu'il effectue pieds et mains nus. Les valeurs chevaleresques, à peu près toutes incarnées par Lancelot, sont le courage, la noblesse, l'engagement pour la bonne cause, la perspicacité, la force morale et physique, la fidélité à son féal, et c'est là qu'on peut dire que Lancelot incarne presque toutes les valeurs. Lancelot prête serment de fidélité à la table ronde, mais il trompe Arthur avec sa femme. Tant que personne ne sait rien, ce n'est pas un problème, mais quand ce sera dévoilé, ça ne sera plus acceptable. Et normalement, vous avez vu se dessiner quelques éléments de la seconde valeur majeure du personnage de roman du Moyen-Âge et de Chrétien en particulier, la courtoisie.
Alors, même si notre politesse d'aujourd'hui est bien issue de cette courtoisie, on peut dire que la force s'en est considérablement atténuée. Et voilà peut-être même une valeur qui tend à disparaître avec la revendication d'égalité entre les hommes et les femmes. Les romans de Chrétien de Troyes et de quelques autres sont des romans de chevalerie, certes, mais aussi, et peut-être surtout, des romans courtois. Lancelot a été commandé à Chrétien par Marie de Champagne pour qu'il y mette à l'honneur ce que l'on appelle, à cette époque, la fine amour ou amour courtois. Il s'agit du dévouement total, mais quand je dis total, c'est total, vous allez voir, du chevalier à sa dame. Généralement la femme d'un autre. Donc il l'aime en secret, mais il l'aime, et y compris charnellement. Alors ce dévouement total, en voici un exemple. Pour retrouver Guenièvre, Lancelot a accepté de monter sur la charrette d'infamie, d'où le titre du roman, le chevalier de la charrette. La charrette d'infamie, c'est l'équivalent de notre actuel pilori, dit Chrétien. Et on attache au pilori les criminels pour que tout le monde les voie et qu'ils soient ainsi humiliés pour leurs crimes devant tout le monde. Et la charrette, c'est pareil, mais plus ancien. Et l'on y promène les condamnés aux yeux de tous. D'où son nom de charrette d'infamie. Donc, pour sa dame, Lancelot accepte de passer aux yeux de tous pour un infâme criminel. Mais il hésite quand même, au moment de monter sur la charrette, il a une seconde hésitation. Et cette très brève hésitation lui sera cruellement reprochée par la reine, sa dame, et elle refusera de le voir et de lui parler pendant un bon moment avant de lui pardonner cette hésitation. Vous voyez, courtoisie est une valeur avec laquelle on ne plaisante pas. Et voici, à présent, la raison pour laquelle nous ne ferons pas la lecture linéaire de l'extrait de Chrétien de Troyes. Le texte qui est dans votre parcours est une traduction de celui-ci en ancien français. De plus, la traduction que vous avez ne respecte pas totalement l'ordre du texte de Chrétien de Troyes. Certains épisodes ou certaines explications sont décalées. On peut quand même dire deux mots de l'esthétique du texte, des octosyllabes et des rimes suivies, un débat intérieur de la part de Lancelot entre le cœur et la raison, qui est particulièrement mis en valeur par la forme choisie. Bon, vous voyez au passage, et juste pour vous faire plaisir 2 minutes, que l'orthographe n'est pas vraiment un souci pour Chrétien, qui écrit raison R-A-I-S-O-N et raison R-E-S-O-N indifféremment, par exemple. Et oui, époque bénie où l'orthographe n'était pas encore fixée. Et ça va prendre du temps avant qu'elle ne le soit totalement. Elle sera totalement fixée, l'orthographe, au 19e siècle. C'est bête, hein? Mais bon, c'est comme ça. Alors, venons-en à la lecture linéaire du dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, c'est le long monologue intérieur du condamné à mort. Il y rapporte ce qui lui est arrivé depuis le début de son procès et jusqu'à son exécution. Il raconte donc les 5 dernières semaines de son existence. Le lecteur ne sait pas qui il est et il ignore quel est son crime. On sait seulement qu'il s'agit d'un crime de sang. Mais on vit de l'intérieur les souvenirs d'une vie passée et les réflexions sur la justice et également, et peut-être surtout, en tout cas surtout pour le passage qui nous concerne, les angoisses d'un condamné à mort. Sous cette forme de témoignage, et bien qu'il s'agisse d'une fiction, Hugo entend dénoncer la barbarie de la peine de mort et au passage le traitement particulièrement rude réservé à cette époque aux prisonniers. Le passage que nous étudions est l'incipit du roman journal, on peut l'appeler comme ça, il prend la forme d'un journal. Et ceux qui ne savent pas ce que veut dire incipit, ils ont fait quoi depuis 5 ans en français? Commençons par un petit exercice de réflexion qui est devenu assez banal. Observez ces couvertures du roman de Hugo qui ont été choisies par différents éditeurs et demandez-vous laquelle de ces couvertures vous convaincrait le mieux de lire le récit. Demandez-vous également
pourquoi, voyez quels sont les points communs entre ces couvertures, et voyez aussi ce qu'elles disent du type de roman auquel il faut vous attendre, et puis à quel type de protagoniste également. J'ajoute ici un petit extrait de la préface qu'a donnée Hugo à la 3e édition de son roman, et dans lequel il écrit une espèce de petite comédie théâtrale et où il rend compte de la critique qui a été faite de son roman, et on voit un monsieur qui dit maintenant on veut abolir la peine de mort et pour cela on fait des romans cruels, immoraux et de mauvais goût, le dernier jour d'un condamné, que sais-je. Voilà le genre de critique que Hugo a effectivement reçu à l'époque. Alors, même si c'est pas obligatoire, moi je pense, et croyez-moi je suis bien loin d'être la seule, qu'il est préférable que vous ne vous embarquiez pas dans une lecture linéaire sans problématique. Il est plus que préférable, c'est en fait logique, que cette problématique soit en lien direct avec l'intitulé du parcours, le personnage de roman, esthétique et valeur, ici. Alors, allons-y. Lisez le texte et réfléchissez à une problématique envisageable. Vous connaissez bien cette consigne, elle revient constamment en classe. Mettez sur pause, prenez le temps, formulez 1, 2 ou 3 problématiques, et puis relancez la vidéo pour voir ce que je vous propose. Et essayez, tout seul, ben oui, tout seul forcément, de voir si vos problématiques rejoignent à peu près les miennes. Les miennes, que voici. Laquelle préférez-vous? Elles sont absolument toutes envisageables. Si vous permettez, toujours la formule courtoise qui me caractérise, mais si vous ne me permettez pas, ouais, je vais me gêner. Si vous permettez, donc, je vais choisir celle qui ouvrira les plus larges possibilités d'apprendre pour vous. Et eh oui, c'est la 4e, bien sûr. C'est donc à elle que nous répondrons, non sans avoir d'abord élucidé les mots-clés. Nous avons une problématique, il faut à présent problématiser. C'est-à-dire formuler clairement les enjeux de cette problématique afin de les traiter à travers l'analyse du texte. Alors, comment l'expression de l'obsession combine-t-elle esthétique réaliste et valeurs humanistes? L'obsession. Voyons. Oui, l'obsession du condamné constamment rattrapé, obsédé, par l'idée de sa condamnation à mort et bien entendu de ce qu'elle implique. Il va être conduit à l'échafaud et mis à mort. Et en attendant que cela arrive, il ne peut se libérer de la pensée de sa mort prochaine. Alors, esthétique réaliste? Ben oui, le monologue intérieur du condamné restitue avec beaucoup de vérité et de réalisme, comme le ferait un témoignage, sa situation. Quoi de plus proche de la réalité vécue que le témoignage de celui qui la vit? Ne perdons pas de vue, cependant, que c'est un faux témoignage, en quelque sorte, une fiction que son auteur a donc voulu aussi réaliste que possible en adoptant cette forme du journal témoignage. Troisièmement, valeur humaniste. Oui, aussi. La visée du texte est bien de condamner la torture infligée à celui que l'on va non seulement priver de vie, mais que l'on va également faire attendre l'inéluctable dans cet état d'angoisse insoutenable et inhumain. L'humanisme défend le respect de l'homme, de son intégrité physique et morale. En donnant à vivre de l'intérieur la souffrance infligée aux condamnés à mort, Hugo amène le lecteur à sentir toute l'ignominie de ce que les hommes peuvent s'infliger les uns aux autres. J'ai oublié quelque chose? Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il ne me manquerait pas un mot-clé essentiel? Ah ben oui, le verbe. Combiner, bien sûr. Et son sujet. 2 mots en fait. L'expression. Donc je vais me pencher sur l'expression, autant dire l'écriture, pour voir comment elle développe conjointement, combine donc, le réalisme
et l'humanisme. Et il ne sera pas interdit de se demander si le plaidoyer abolitionniste est ainsi rendu efficace. Alors, allons-y avec le premier mouvement du texte, ligne 1 à 3. L'incipit, au sens strict, c'est la première phrase du texte. Ici, elle est nominale et exclamative. Et on ne le sait pas encore, on va s'en rendre compte au fil du texte, mais elle renferme les termes de l'idée obsédante. Elle constitue à elle toute seule un paragraphe qui est isolé donc du reste du texte, comme pour laisser au lecteur le temps de mesurer toute la gravité de cette phrase. Elle exprime la sentence telle qu'elle a pu être prononcée au tribunal. Et elle va revenir à 2 reprises, au milieu, ligne 12, puis à la fin du texte, ligne 24, comme le refrain d'une ritournelle qui vous trotte dans la tête malgré vous. Mais la ritournelle, elle est tragique et le refrain morbide et terrifiant, comme le souligne le point d'exclamation. Le présentatif, voilà, donne du relief à l'indice de temps, 5 semaines. L'indice de temps qu'il introduit et il en augmente en quelque sorte la durée. Ces 5 semaines sont présentées comme un temps long. Et il est vrai que plusieurs semaines d'un condamné à mort obsédé par l'idée de sa propre exécution, ça doit être long. Les exclamatives signifient bien évidemment la gravité, je l'ai dit tout à l'heure, de cette obsession. Et nous voyons là l'hyperbole anaphorique répétée de l'adverbe toujours qui est associé à l'état du condamné dans le cadre de sa cohabitation avec l'horrible pensée. Et l'hyperbole l'amplifie considérablement, non seulement parce que c'est une hyperbole, mais aussi parce qu'elle est répétée, évidemment. Les adjectifs accumulés qui qualifient l'état du condamné seul, glacé, courbé, est-ce qu'on peut y voir une gradation croissante? Oui, je pense qu'on peut, mais on peut quand même aussi se demander ce qui est pire, glacé ou courbé. Peut-être courbé finalement quand on connaît Victor Hugo, puisque pour lui, quoi de pire que l'asservissement? Sans doute pas grand-chose. Alors allons-y, oui, disons-le, gradation croissante, amplifiée par l'hyperbole anaphorique. Ça claque, non? Les termes de les termes de la personnification de l'idée, personnification filée, sous les formes de la reprise pronominale après la reprise de la préposition avec, puis des adjectifs possessifs déterminants, sa présence, son poids, d'accord. Le second terme donne une connotation lourde aux 2 mots, hein, sa présence, son poids. Donc, cette personnification et les termes de la personnification focalisent toute l'attention du lecteur sur cette pensée qui vient d'inaugurer l'incipit et qui, comme un virus, si je puis me permettre, envahit tout l'espace du texte et du détenu condamné à mort. Dans le deuxième mouvement du texte, le narrateur se retourne sur son passé comme euh, l'indique l'imparfait duratif, dont la plupart des emplois suggèrent une période de vie antérieure, riche, qui a duré dans le temps, mais qui est achevée.
Les indices de temps, lignes 3 et 4, s'entrechoquent entre durée d'un côté à la ligne 3, autrefois suggère une période éloignée, d'où la précision qui amplifie encore le poids du temps en prison, où les semaines deviennent de manière hyperbolique des années. Choc avec la ligne 4, qui évoque le temps passé, avec une perception du temps occupé à chaque instant, qui s'oppose à l'ennui du temps étiré dans la prison. Cette intensité de la vie libre est marquée par l'anaphore de chaque et la gradation décroissante des durées exprimées. Les personnifications se rapportent à ces durées qui ont des idées ou à l'esprit vif. Ça amplifie la richesse intellectuelle et émotionnelle de la vie d'avant. Cela suggère également la multiplicité des idées qui se présentaient alors, par opposition à l'idée obsédante de la condamnation à mort, qui est toute seule et qui revient constamment, toujours la même. Et la préposition privative répétée met en relief la négation des noms qu'elle introduit. L'inventivité permanente et insouciante de la vie d'avant est encore soulignée, sans ordre, sans fin. La reprise dans la phrase «J'étais un homme comme un autre homme», donc cette reprise sous forme de clausule, c'est-à-dire que le mot débute la phrase et l'achève. Euh, donc cette reprise, dans la comparaison d'un homme, le narrateur, semblable aux autres hommes, suggère qu'il n'est non seulement plus comme un autre, c'est-à-dire qu'il n'a plus les mêmes droits, mais pire, qu'il n'est plus tout à fait même un homme. La métaphore filée du tissage renvoie au travail de l'esprit et de l'imagination. Elle est très visuelle et elle confirme le sens de la préposition privative avec arabesque, qui signifie un motif sinueux et complexe. Elle peut sous-entendre également cette métaphore avec étoffe de la vie, une référence à la vie qui ne tient qu'à un fil. Il s'agirait d'une allusion populaire au parc, les déesses romaines qui tissent la vie et en coupent le fil. On voit bien le rapport tragique avec la situation présente du narrateur. L'accumulation, très imagée et disparate, évoque tous les aspects d'une vie riche de jeune homme. La séduction, le goût du luxe, avec la chape d'évêque, qui désigne une sorte de cape en général très luxueuse portée par les évêques dans les grandes cérémonies. Et puis, autre aspect de la vie du jeune homme, c'est le pouvoir, les victoires, la renommée, toutes ces choses qui lui sont désormais interdites parce qu'il est un prisonnier condamné. Tant d'ambition et de rêves, c'est peut-être ça qui l'a amené à commettre un crime. On se pose la question. L'indice temporel insiste sur la quantité de ses rêves, tout en différenciant celui-ci des précédents. On retrouve les jeunes filles du début de l'accumulation, mais dans un contexte inquiétant, en raison de l'adjectif sombre, que l'on retrouve dans la nuit, dont l'obscurité est augmentée par l'apparente bienveillance, la complicité plutôt des marronniers dont les branches sont personnifiées en bras. Le présentatif de la ligne 8 reprend celui de la ligne 6 et provoque un effet d'insistance sur la visualisation du retour en arrière. La reprise de toujours est à rapprocher du premier mouvement du texte. Il en reprend le même mot avec la même hyperbole pour mieux marquer le contraste entre l'avant et l'après. La parataxe
va provoquer une sorte de conclusion percutante parce que l'absence de mots de liaison entre ce que je voulais et la proposition suivante, c'est l'absence de mots de liaison qu'on appelle parataxe, accélère le rythme et l'adjectif libre claque comme le rappel douloureux du présent. Libre, c'est ce qu'il n'est plus. Donc, l'évocation de la vie libre du condamné, avec ses personnifications, accumulations et métaphores notamment, ont donné à ce passage un caractère plutôt fantasmagorique qui semble nous éloigner de l'esthétique réaliste. Il traduit quand même, avec une certaine vraisemblance, les représentations rêvées de son passé que peut se faire un condamné. Leur poésie contraste avec la réalité présente. On va le voir dans le prochain mouvement, et ce contraste contribue à l'expression de la condamnation et du sort cruel qui est fait au personnage. Troisième mouvement, je vais vous laisser prendre connaissance des analyses et des procédés qui sont analysés ici, de les prendre en note ou bien de les relire avant de conclure la lecture de ce mouvement du texte par un retour à la problématique. Voilà. Alors, je ne reviens pas sur le contraste évoqué en conclusion du précédent mouvement, mais on retrouve la traduction réaliste de l'obsession par la recherche de multiplicité de termes qui la qualifient ou l'expriment. L'humanisme reste dans la force de la condamnation sous-jacente. La torture psychologique infligée aux condamnés est clairement dénoncée. Alors, j'ai bien envie de vous laisser faire le lien entre ces procédés analysés brièvement et conclure le mouvement en revenant à la problématique. Ça ne me paraît pas plus très compliqué à ce stade, étant donné ce qui a été fait avant. Dernier mouvement. Alors, cette fois, quelques explications peut-être. Ce dernier mouvement, c'est une seule et même phrase qui englobe toutes les impressions du prisonnier au réveil. Il s'agit d'exprimer le caractère simultané de toutes ces impressions et d'en faire ressentir aussi le caractère envahissant. Alors, le présent, narrer au présent, ça actualise, ça rend plus actuel pour le lecteur. L'effet ici, c'est de rapprocher le lecteur des émotions du prisonnier et de les rendre présentes et par conséquent quasiment de les faire éprouver au lecteur lui-même. L'inconfort de la prison, en vert foncé là. Inconfort, le terme est faible, hein, et les conditions de vie du prisonnier sont très rudes. Pas de sommeil paisible possible, le poids de la situation qui pèse sur son corps, il a les yeux lourds, et pour le reste, l'horrible réalité qui est déclinée en élément après élément, qui rendent l'horrible réalité plus que désagréable. On rejoint ici l'accumulation avec les prépositions dans et sur qui introduisent chaque membre de l'accumulation.
chaque membre étant des lieux. On fait le tour de la cellule, on n'y trouve absolument rien d'apaisant. Les exclamatives, elles traduisent un genre d'ascenseur émotionnel avec le leurre du rêve qui soulage et le retour brutal tout de suite à la réalité. Ah, ce n'est qu'un rêve, et bien avant même mes yeux, etc. D'accord ? Les indices de temps signifient tous les deux la rapidité avec laquelle, au réveil, l'affreuse pensée envahit l'esprit et encore une fois le corps du prisonnier. Alors, une drôle d'hyperbole avec entr'ouvrir, puisque entr'ouvrir, normalement, ça atténue ouvrir. Mais ici, c'est quand même une hyperbole, puisque le prisonnier voit l'horreur de la réalité qui l'entoure et l'horreur de l'idée qui lui revient en tête avant même d'avoir ouvert complètement les yeux. Il est envahi de l'intérieur et de l'extérieur, en fait. La pensée est décrite par 3 expressions avant d'être de nouveau énoncée. Alors, on voit qu'elle poursuit, donc elle harcèle le prisonnier. On voit qu'elle est fatale. L'adjectif est mis en relief par l'inversion. C'est pas cette pensée fatale, c'est cette fatale pensée. Et elle est en plus stigmatisée, désignée péjorativement par le démonstratif 7. Il ne pourra donc pas y échapper, elle est tragique, cette pensée. Et puis elle a une voix, donc on a ici une personnification de la pensée, et une voix qui murmure avec un effet surnaturel, un peu inquiétant. L'idée d'entendre des voix, c'est envahissant, on est au bord de la folie. Voilà. Et puis de nouveau la pensée énoncée, condamnée à mort, point d'exclamation, pour la chute de cet incipit. Et troisième occurrence de l'expression de cette pensée, on est véritablement dans l'obsession cyclique. Alors, finalement, l'extrait de la controverse de Valladolid ne fera pas l'objet d'une lecture linéaire puisque vous en avez suffisamment sur votre liste et que vous voyez que c'est déjà suffisamment long comme ça. On peut quand même se demander ce qu'il fait parmi les textes du parcours, le personnage de roman, esthétique et valeurs. Alors d'abord, il présente un type de personnage dont l'esthétique et les valeurs apparaissent sous un jour différent des extraits précédents, différent de ce qu'on trouve dans le Rouge et Noir, ou différent de ce qu'on trouve dans L'étranger également. Après le héros héroïque, en quelque sorte, Lancelot, après le héros réaliste de Victor Hugo, eh bien voici des héros bien réels, mais romancés. Jean-Claude Carrière, l'auteur, a effectivement imaginé un roman, une fiction donc, à partir de faits historiques. Cette controverse, elle a réellement eu lieu, et Sepulveda comme Las Casas, les personnages du texte, ainsi que tous les autres protagonistes de l'intrigue, ont réellement existé. L'esthétique, elle est donc historique. Carrière fait parler l'histoire au temps présent. Du point de vue des valeurs, il fait revivre un débat sur l'égalité entre les hommes, quelle que soit leur appartenance ethnique, ou plus schématiquement, quelle que soit leur race. Le héros moderne, c'est Las Casas. Et nous sommes également dans une esthétique dramatique, avec la restitution du débat dans sa dynamique et dans son éloquence. D'ailleurs, le texte romanesque sera adapté pour le théâtre et puis fera l'objet aussi d'un téléfilm. Si nous avions dû faire la lecture linéaire, nous aurions sélectionné les lignes 34 à 63 du texte. Je vous suggère donc de les relire et de réfléchir aux liens que vous pourriez faire entre cet extrait, donc lignes 34 à 63, et le parcours, ainsi que plus précisément les liens que vous pouvez faire avec les 2 autres textes du parcours. Et voici un lien vers un blog sur la controverse, enfin une page de blog sur la controverse de Valladolid qui est intéressante et qui vous donne en plus un extrait du téléfilm. Et j'en ai terminé.